Bonjour, Mohamed Qaddous, professeur à l'université Moulay Ismail, faculté des sciences juridiques, économiques et sociales. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de l'approche des relations humaines dans le cadre des théories d'organisation. Cette approche est née en réaction contre une conception trop formelle de l'organisation, de l'approche classique. En effet, les premières théories de l'organisation dites classiques cherchaient avant tout à décrire et à formaliser le fonctionnement idéal de l'organisation, de façon à le rendre optimal. Ils se sont attachés à édicter des règles rationnelles. C'est le cas pour tous les auteurs de l'approche classique, notamment Taylor, des règles organisationnelles par rapport aux usines, au fonctionnement des usines, ou aussi des règles à respecter par les ouvriers. S'il s'agit par exemple de Fayol, des règles administratives à respecter, des principes à respecter. Même pour Max Weber, il a trop insisté dans sa bureaucratie sur les procédures, la clarté des règles, la formalisation des règles, etc. Donc, ces théories classiques se sont attachées à édicter, comme je viens de dire, des règles rationnelles et générales de conduite des organisations pour assurer le bon fonctionnement, le bon fonctionnement des entreprises et des administrations publiques. L'ensemble de ces théories repose sur des hypothèses de rationalité générale, en particulier de rationalité des comportements individuels. Et j'insiste ici sur les comportements individuels. Chaque individu recherche, selon l'approche classique, la maximisation de son salaire, oriente son comportement au travail de façon à augmenter son rendement. Il est naturellement, grâce à ce but, en adéquation avec l'objectif global de l'entreprise, qui est la productivité. L'organisation et les individus qui la composent, selon l'hypothèse de rationalité, poursuivraient les mêmes objectifs concordants, des objectifs concordants. C'est-à-dire que l'ouvrier, l'employé, cherche à augmenter son salaire. Pour augmenter son salaire, il doit augmenter sa productivité. Et s'il augmente sa productivité, son rendement, c'est la productivité de l'entreprise qui va augmenter. Et si la productivité augmente, c'est le bénéfice de l'entreprise qui va augmenter. Donc, on suppose qu'il y a une certaine concordance entre les intérêts, d'une part, des employés et d'autre part, les intérêts des employeurs. Cette conception de comportement des individus permet d'appliquer un même modèle rationnel et universel à toutes les formes d'organisation, sans tenir compte de la spécificité de chaque personne. Les hommes étant dans cette perspective sont interchangeables, la perspective de l'approche classique. Maintenant, avec l'approche des relations humaines qui nous intéresse aujourd'hui, avec cette approche, on va assister à l'entrée en scène des hommes dans l'analyse organisationnelle. L'univers de scientisme mécaniste, de rationalité extrême, va laisser la place à celui des sciences humaines. Mais bien sûr, la préoccupation va rester toujours la même. C'est comment améliorer la productivité de l'organisation. L'objectif global est le même, mais la démarche n'est pas la même. Cette nouvelle approche de l'organisation, donc, ne remet pas en cause l'hypothèse qu'il existe un bon modèle universel pour gérer les organisations. Mais il contribue, cependant, au renouvellement de la pensée rationnelle, en dégageant des façons différentes d'aborder l'homme dans l'action collective et donc de le diriger, notamment en la considérant comme ayant sa propre personnalité et appartenant à un ou plusieurs groupes. Voilà, c'est dans ce cadre
qu'on va essayer d'étudier cette approche des relations humaines, notamment avec une théorie fondatrice de cette approche. C'est la théorie des relations humaines, qui va donner d'ailleurs son nom à toute l'approche. Il y a plusieurs théories dans le cadre des relations humaines. La théorie de la dynamique de groupe, les théories qui sont intéressées à la motivation, telles que la théorie de la pyramide des besoins, la théorie bifactorielle, etc. Aujourd'hui, on va insister sur la théorie des relations humaines, comme je viens de dire, une théorie fondatrice de cette approche. Je résume d'ailleurs les fondements de cette approche et qui font que la différence par rapport à l'approche classique. D'abord, si dans l'approche classique, surtout les deux premières théories, on insiste sur l'aspect matériel comme seul élément explicatif de la motivation, de la productivité, ici, dans cette approche, l'aspect matériel n'est pas le seul à expliquer la satisfaction des hommes au travail. Et on va voir pourquoi. On insiste aussi globalement sur l'importance de facteurs humains dans l'organisation. Et dans cette approche, l'univers du scientisme, l'univers des ingénieurs qui conçoivent le travail, qui, disons, vont essayer de rationaliser le comportement humain dans le travail. Donc l'univers du scientisme mécaniste va laisser la place à celui des sciences humaines. L'univers des ingénieurs va donc laisser la place à celui des psychosociologues. Commençons d'abord, donc, comme je viens de l'expliquer, par cette théorie fondatrice des relations humaines et par son auteur. On le dit toujours, derrière toute théorie importante, il y a un homme important, il y a un auteur important. Et c'est Elton Mayo. Toujours fin 19e, début, jusqu'à la première moitié du 20e siècle, 1880-1989. C'est un à la base psychosociologue australien, enseignant, enfin universitaire, surtout de philosophie et psychologie, et même de logique. Et il va immigrer aux États-Unis, et c'est là qu'il va développer ses recherches sur le travail, sur la fatigue au travail, sur l'homme au travail, etc. Et il est le fondateur de ce qu'on appelle aujourd'hui la sociologie au milieu industriel ou la sociologie de travail. La problématique, toujours on a dit l'importance d'une théorie, c'est l'importance de l'auteur et l'importance de la problématique. Mais c'est toujours la même problématique, même des auteurs de l'approche classique. Sur quoi repose la productivité au travail? Quels sont les déterminants de la productivité? Autrement, comment obtenir la productivité au travail? Et pour obtenir la productivité, est-ce que les conditions matérielles sont suffisantes? Par exemple, l'augmentation de salaire. Existe-t-il d'autres déterminants? Et si oui, quels sont ces déterminants? Donc, de grandes questions, et très fondamentales, pour expliquer toujours les déterminants de la productivité au travail. Alors, des expériences ont été faites pour essayer de déterminer les déterminants de la productivité. Mais l'hypothèse de départ, cette hypothèse qui était prise comme axiome pour l'approche classique, l'hypothèse de départ, c'est en améliorant les conditions de travail, la productivité augmente. C'est-à-dire en augmentant le salaire, par exemple, les salaires des salariés, leur productivité va augmenter. En améliorant l'éclairage dans les usines, la productivité va augmenter. La propreté, etc., etc. C'est l'axiome, disons, de l'approche classique, mais c'est l'hypothèse de départ de l'approche des relations humaines et de cette théorie des relations humaines. Donc, en améliorant les conditions de travail, la productivité, on se donne comme hypothèse que la productivité va augmenter. Des expériences vont être d'abord faites dans l'usine de Hawthorne à la Western Electric aux États-Unis, usine de fabrication de téléphones. Voilà, pour voir quels sont les déterminants qui peuvent
augmenter le rendement des salariés, donc la productivité de toute l'entreprise. Et la période pendant laquelle ces expériences ont été menées, c'était entre 1924 et 1932. La première expérience dans cette usine a été effectuée entre 1924 et 1927. Et cette expérience s'était effectuée avant l'intervention de Maillot et de son équipe. C'est l'usine, ce sont des cadres au sein de l'usine qui ont essayé de faire une expérience pour comprendre les déterminants de la productivité. Alors, pour faire l'expérience, leur méthode d'expérimentation était la suivante. Ils ont constitué deux groupes de travailleurs, un groupe G1 et G2. Un des deux groupes est un groupe expérimental, ça veut dire sur lequel va se dérouler l'expérience. On va changer un certain nombre d'éléments dans le contexte de travail, dans les conditions de travail. Et un deuxième groupe, le groupe témoin, c'est un groupe qu'on a constitué seulement pour comparer son rendement avec le rendement du premier groupe. Mais le groupe 2 n'a bénéficié d'aucune amélioration dans les conditions de travail, d'aucun changement dans les conditions de travail. Sur cette base, on va comparer le groupe qui a bénéficié des changements dans les conditions de travail avec le rendement du groupe qui n'a vu aucun changement dans les conditions de travail. Donc, groupe 1 et le groupe 2. Le contenu de l'expérience. Par exemple, le premier groupe a bénéficié de l'amélioration de l'éclairage. On va voir l'impact de cette amélioration sur le rendement des salariés et la productivité globalement. Mais le groupe 2, comme on a dit, c'est un groupe témoin. Il n'y a pas d'amélioration dans l'éclairage. On n'a rien amélioré, on n'a rien changé par rapport aux conditions initiales. Le résultat de cette expérience, d'ailleurs, on a dit expérience faite par les cadres de l'entreprise eux-mêmes, cette expérience sur les travailleurs de cette entreprise. Les résultats étaient les suivants. La productivité de premier groupe a augmenté. C'est ce qu'on attendait, c'est l'hypothèse de départ, ce qu'on appelle l'effet attendu. Mais ce qui est bizarre, c'est que même la productivité de groupe 2 a augmenté. La productivité de groupe 2 a également augmenté, même si ce groupe 2 n'a bénéficié d'aucun changement dans les conditions de travail. Cet effet n'est pas attendu, c'est un effet inattendu. Et c'est pourquoi on n'a pas pu conclure. Est-ce que l'amélioration de l'éclairage permet d'augmenter la productivité? Parce que la productivité a augmenté dans les deux cas. Et c'est bien sûr à ce moment-là que l'entreprise était dans une situation délicate. On n'a pas d'explication. On a fait l'expérience, mais à travers le reste de l'expérience, on n'a pas d'explication sur les déterminants de la productivité. Et c'est à ce moment-là qu'on a fait appel à l'équipe de Maillot. Et c'était dans le cadre d'une deuxième expérience entre 1927 et 1932. Maillot et son équipe interviennent pour trouver une explication, bien sûr, pas l'effet attendu, parce que l'effet attendu était attendu, et c'est ce qui était vérifié. Mais ce qu'on doit expliquer, c'est l'effet inattendu, c'est-à-dire l'effet inattendu, pourquoi des salariés qui n'ont pas bénéficié d'aucune amélioration dans l'éclairage, dans les conditions de travail de façon générale, ont vu leur productivité augmenter. Alors, la méthode d'expérimentation de Maillot et son équipe est la suivante. Maintenant, on a changé. Les cadres de l'entreprise ont fait l'expérience sur des hommes. Maintenant, on va faire l'expérience sur des femmes. Pour expliquer l'effet inattendu, pour vérifier est-ce que cet effet s'applique aussi avec les femmes. Donc, 6 femmes affectées à un travail furent isolées. Et le contenu de l'expérience était de changer les conditions de travail, facteur après facteur, pour peut-être déterminer le facteur le plus explicatif de la productivité. Donc, différents facteurs relatifs aux conditions de travail furent modifiés. On leur a donné des repos dans le travail. On leur a donné par la suite une collation, parfois des jus, comme ça.
On a réorganisé les usines, des couleurs, la peinture, la propreté. On a commencé à noter l'impact de chaque changement sur la productivité de ces femmes. Le résultat de l'expérience, mais aussi bizarre. Quels que furent les changements effectués, la productivité de groupe augmenta systématiquement. C'est-à-dire, on leur a donné des repos dans le travail. La productivité a augmenté. Effet attendu. Mais on a supprimé les repos par la suite. La productivité a augmenté plus. Effet inattendu aussi. On leur a donné des collations, des jus parfois. La productivité augmente. Mais on a supprimé tout ça par la suite. Mais la productivité ne cesse d'augmenter. Donc on n'arrive pas à trouver vraiment les facteurs explicatifs de la productivité. C'est pas parce qu'on croit qu'en augmentant les salaires, la productivité augmente que cela se réalise. Il y a une différence entre les hypothèses de départ, c'est ce qu'on croit, et la réalité. La réalité, c'est la réalité de l'expérience. Alors, les conclusions de Mayo, parce que Mayo c'est le responsable de cette expérience, deuxième expérience au sein de l'usine de Hawthorne. Ces conclusions sont les suivantes. Il nous dit que ces changements eux-mêmes ne peuvent rien expliquer. On a vu, on augmente, on supprime, on diminue, et toujours la productivité augmente. Donc, l'explication est cherchée ailleurs. L'hypothèse initiale ne peut être confirmée. Ça veut dire, en améliorant les conditions de travail, la productivité va augmenter systématiquement. Cette hypothèse n'a pas pu être vérifiée à travers cette expérience. L'augmentation de la productivité se justifie, selon Mayo, pas par ce qui est visible, par ce qui est matériel, mais l'augmentation de la productivité se justifie par les nouvelles relations plus confiantes et agréables établies avec la direction que dans le groupe. J'explique. C'est comme si un chef d'équipe qui dit aux ouvriers, mes amis, on doit travailler ensemble pour améliorer les résultats. Et on est là pour réussir et on va réussir. Des relations plus confiantes s'établissent entre ce chef et ses salariés. Et ils font partie de la même équipe. Et la réussite, c'est la réussite de l'équipe. Des relations agréables établies entre ceux qui dirigent et les autres membres du groupe. Et c'est peut-être l'explication de la productivité, indépendamment de salaire, indépendamment des autres conditions de travail. Enfin, peut-être qu'il y a ce qu'on appelle l'effet, c'est Mayo qui va appeler ça effet de Hawthorne, effet de l'usine. Faire l'objet d'une observation entraîne toujours une réaction positive des employés, pas seulement des employés. D'ailleurs, l'être humain, faire l'objet d'une observation entraîne une réaction d'un être humain. On est observé, c'est pas comme si on n'est pas observé. Je vous donne un exemple. Supposons que vous êtes seul, vous êtes en train de manger, et vous êtes seul. Vous mangez d'une certaine façon. Vous avez un comportement, votre comportement, voilà. Mais si vous mangez et vous observez que quelqu'un d'autre vous observe, ou plusieurs personnes vous observent, est-ce que vous allez garder la même façon, le même comportement en mangeant? Bien sûr, je pense que non. Et c'est pourquoi on dit que faire l'objet d'une observation entraîne une réaction. Alors c'est ça l'effet de Hawthorne, c'est que faire l'objet d'une observation, lorsqu'on est employé, on est observé, cela entraîne une réaction positive des employés. C'est la productivité qui s'améliore. Et cette expérience et cette théorie nous montre aussi l'importance des relations humaines. Le rendement d'un employé
dépend des relations formelles, ça veut dire officielles, mais aussi informelles avec les membres du groupe auquel ils appartiennent. Si par exemple, l'ambiance est bonne entre les salariés et leurs supérieurs, cela ne peut être que favorable pour la productivité. Mais si l'ambiance est empoisonnée, quelle que soit la compétence des salariés, cela va avoir un impact négatif sur le rendement de chaque salarié et peut-être sur la productivité de toute l'équipe. Un autre point très important à souligner, c'est l'importance des conditions immatérielles de travail. Toute l'approche classique a insisté sur les conditions matérielles. Cette approche des relations humaines insiste sur les conditions immatérielles. La satisfaction de travail vient surtout de la forme sociale de groupe. Lorsqu'il y a la solidarité, la coopération, et la communication, les conditions matérielles de travail ont moins d'importance. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas importantes, mais ils ont moins d'importance que la coopération et la solidarité et la communication. Et ce sont les vrais facteurs, selon cette théorie, qui expliquent la productivité. Et donc, le travailleur n'est pas un robot, n'est pas une machine. Le travailleur est un être social. Bien sûr, l'être social est sensible. Et chacun de nous a une capacité sociale. Un salarié a une capacité sociale. Donc, le rendement de travailleur dépend tout d'abord de sa capacité sociale. Et cette capacité n'est pas la même, et parfois on peut pas la définir dans un intervalle. Et cette capacité, elle est tellement flexible et élastique qu'il est possible de l'augmenter à travers ce qu'on appelle l'intégration. Il faut donc intégrer chaque employé dans son groupe. Mais qui va l'intégrer? C'est question de management. Et c'est le rôle de management. Et c'est le rôle des vrais managers. C'est leur capacité à intégrer chaque salarié dans le milieu de l'entreprise par rapport à ses collègues, par rapport à ses supérieurs. Est-ce qu'il y a une façon unique pour le faire? Non. Est-ce que ce qu'on a fait avec un salarié, on peut le faire avec un autre salarié et va réussir? On n'est pas sûr. Et c'est pourquoi on dit que c'est le rôle de management. Et le management n'est pas une science exacte. C'est une science humaine et science sociale. Critique, d'ailleurs, parmi les limites et les critiques qu'on peut adresser à cette théorie, c'est d'ordre méthodologique. C'est-à-dire la méthode choisie, isoler des ouvriers ou des ouvrières et conclure que tel facteur ou tel autre facteur explique ou n'explique pas la productivité. Et ça veut dire qu'on ne peut pas généraliser ce qu'on est en train. On ne peut pas généraliser les résultats de ces expériences, les généraliser à tous les êtres humains, à tous les salariés, à toutes les entreprises, à toutes les sociétés, à toutes les cultures. Et donc, des enseignements pour certains auteurs qui sont sans une grande portée pratique, pour les entreprises. Parce que les entreprises vivent leurs difficultés. Est-ce qu'ils vont s'intéresser à chaque salarié à part? Pour certains auteurs, ils disent que c'est impossible, donc peut-être des enseignements intéressants, mais sans portée pratique. L'isolation de comportement des travailleurs de contexte général, c'est-à-dire, on dit que la productivité, le rendement, la productivité globalement et le rendement d'un salarié en particulier dépend des conditions immatérielles ou des conditions, immatérielles qui existent dans l'entreprise. C'est comme si on dit que ce qui se passe à l'extérieur de l'entreprise, la société de façon générale, n'a aucun impact sur le rendement et la productivité. Au contraire, le salarié vient de sa famille, d'une société, de ses propres difficultés, avec ses enfants, avec ses voisins. Et tout cela va se retrouver au niveau du travail. Et c'est ce que cette théorie a oublié ou à négliger. Donc cette théorie ne considère que les relations humaines internes au sein de l'entreprise et ignore totalement le contexte socio-économique
externe et l'influence aussi de syndicalisme, de syndicats. Ça veut dire que la productivité de salariés ne dépend que des conditions immatérielles au sein de l'entreprise, mais où ils sont les représentants des travailleurs, les syndicats, qui peuvent mobiliser ou qui peuvent parfois, lorsque des revendications ne sont pas réalisées, cet état général cette situation générale qui peut impliquer démotivation généralisée et diminution de la productivité parfois de toute une économie. Tout ça a été ignoré par cette théorie. Voilà, il y a d'autres théories, bien sûr, dans ce cadre de l'approche des relations humaines et qu'on va voir dans d'autres rencontres. Merci pour l'attention et à une prochaine rencontre.